Merci d'être des nôtres. Vous êtes aux 20h. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, lutte contre le Covid-19. 200 000 doses de vaccins Sinopharm ont été réceptionnées ce dimanche à Conakry, un geste de la Chine pour faire barrière à la pandémie. Le paludisme continue de faire des victimes. 384 000 décès ont été enregistrés cette année dans la région africaine. L'OMS invite les parties prenantes de chaque pays à multiplier les efforts pour éradiquer ce fléau. Et puis, trafic de matricules à la fonction publique, les citoyens se mettent à la dénonciation. C'est le cas de cette dame qui pointe du doigt un commandant de la police. Ce dernier lui aurait promis son intégration à la police contre le paiement d'une somme de 7 millions de francs guinéens. Bienvenue à tous. 200 000 doses de vaccins Sinopharm ont été réceptionnées à Conakry ce dimanche par le gouvernement guinéen. Et ce nouvel arrivage s'inscrit dans le cadre de la coopération sino-guinéenne qui est à son deuxième geste dans la lutte contre le Covid-19. Et les autorités guinéennes saluent l'initiative de la Chine. Ali Badara Camara, Aluba pour le reportage. Sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia, l'arrivée de 200 000 doses de vaccins Sinopharm en provenance de la Chine, ce qui totalise le nombre de vaccins disponibles au pays à 904 000 doses, soit 400 000 doses de vaccins Sinopharm. L'objectif est d'intensifier les opérations de vaccination contre la Covid à travers le pays. C'est le deuxième lot. Deuxième ton de vaccins offerts par le gouvernement chinois. Je suis persuadé qu'avec les efforts de nous tous, on peut mettre fin à cette pandémie pour de bon. Pour la mise en place de la microplanification, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a déployé 8 équipes dans les différentes régions du pays afin d'administrer les 350 000 doses destinées aux populations locales. Le gouvernement a pris à bras le corps ce sujet-là et nous essayons d'approvisionner les services de santé de vaccins pour pouvoir vacciner et le personnel de santé mais aussi les populations qui sont en train de tomber malades. 89 827 personnes ont reçu les premières doses et 39 518 les 2 doses. Le gouvernement guinéen mise désormais sur la sensibilisation de la population en vue de vacciner dans un bref délai la majorité des personnes concernées. C'est le sentiment d'une nation qui est très réconfortée que nos partenaires de la République populaire de Chine soient à nos côtés, alors qu'ils ont des besoins énormes, il faut le souligner. Certains pays ont arrêté d'exporter ou en tout cas de faire des dons de vaccins. La Chine ne l'a pas arrêté et cela, il faut le souligner. Ce qui fait qu'aujourd'hui en République de Guinée, vous avez des vaccins qui sont disponibles à l'intérieur du pays, alors que nous sommes dans un monde où certains pays n'ont pas reçu encore leur première dose de ce vaccin. Sur 1239 testés ce 24 avril, 68 cas ont été confirmés avec 36 nouveaux cas de guérison et à date, le pays totalise 140 décès liés à la Covid. Des négociations sont en cours entre le gouvernement guinéen et le laboratoire américain pour l'achat d'1 million de vaccins Johnson & Johnson, précise le directeur général adjoint de l'ANSS. 384 000, c'est le nombre de décès enregistrés cette année dans la région africaine du fait du paludisme. Et c'est le point qu'a fait ce week-end l'Organisation mondiale de la santé en prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et si l'OMS déplore ce chiffre, elle invite cependant les parties prenantes de chaque pays à multiplier les efforts en vue de juguler ce fléau. Ali Badara Camara, Ibrahima Sori Camara pour le compte-rendu. Comment lutter efficacement et durablement contre le paludisme en pleine pandémie mondiale? La question est au centre des préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé depuis l'apparition de la COVID-19. Une pandémie qui a davantage rendu difficile la riposte au paludisme dans le monde entier. Depuis le début de la pandémie, l'OMS a exhorté les pays à maintenir les services de santé essentiels, y compris pour le paludisme, tout en veillant à ce que les communautés et les agents de santé soient protégés contre la transmission de la COVID-19. Cette année, 384 000 décès ont été enregistrés dans la jeune Afrique dus au paludisme. 2 femmes
enceintes sur 3 n'ont pas reçu les 3 doses ou plus de traitement préventif intermittent. Sans cette protection, en tout, 11,6 millions de cas de paludisme ont été notifiés chez les femmes enceintes et l'on a recensé 822 000 nourrissons ayant un faible poids à la naissance dû au paludisme dans 33 pays de la région. Des chiffres qui pourraient bien s'expliquer par une forte réduction de l'accès aux moustiquaires et aux antipaludins dans les pays touchés. En 2019, un ménage à risque sur 3 ne disposait pas d'une moustiquaire imprégnée d'insecticides et 48% des enfants de moins de 5 ans ne dormaient pas sur une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Pour atteindre l'objectif zéro palu d'ici 2030, l'Organisation mondiale de la santé sollicite. Des mesures d'urgence doivent donc être prises pour mettre fin au fléau que représente cette maladie et pour se rapprocher des objectifs mondiaux de réduction de 90% du nombre de cas de décès dus au paludisme d'ici à 2030. Selon l'OMS, la région Afrique cumule 94% des 229 millions de cas et des 4 900 décès imputables au paludisme. Et je vous l'annonçais tantôt, l'affaire de trafic de matricules à la fonction publique continue à susciter de vagues d'interrogations et suspicions. Et cette fois-ci, c'est une mère célibataire qui accable un commandant de la police qui lui aurait promis son intégration à la police contre le paiement de la somme de 7 millions de francs guinéens. Mais en dépit du matricule et son arrêté d'engagement qu'elle a depuis 2 ans, Thérèse n'a perçu aucun franc comme salaire. Alseni Bari et Abdoulaye Kamara. Elle témoigne à visage découvert et quand on lui demande de se présenter, elle donne 2 noms. Je m'appelle Thérèse Haba, alliance Sira Kamara. Thérèse ou Sira, cela dépend de votre guise. Elle est une mère célibataire qui a quitté Nzérékoré où elle effectuait la coiffure pour Conakry en vue d'intégrer la police en ayant 7 millions de francs guinéens. Le commandant Francis, il a appelé mon oncle. Il dit à mon oncle, c'est-à-dire il a une place à Van qu'il cherche les personnes. Maintenant, c'est ça, il avait demandé 15 millions. Mon oncle dit, je ne vais pas te donner les 15 millions, mais je vais te donner une somme de 7 millions par Orange Money. Voilà comment débute le calvaire de la jeune dame. Elle paye d'abord la location à Dubreka, 4 millions de francs guinéens comme avance, puis les tenues et les bottes lors de la formation. À cela s'ajoutent les frais de transport. Il nous a pris, on est parti jusqu'à la CMS, Cameroun, une de Cameroun. On est parti là-bas. On a suivi la formation pendant 6 mois de formation. Malgré on faisait la formation, mais c'était nous qui faisions une dépense, on faisait la dépense tout. Même les tenues qu'on portait, c'était nous qui avons payé toutes les tenues là. L'homme dont elle parle, c'est commandant Francis Collier, en service au ministère de la Sécurité. Bien qu'étant en possession de son matricule et son arrêté d'engagement, Thérèse n'a jamais perçu son salaire. Imagine, de Dubreka jusqu'à Semias Cameroun, le transport, c'était moi qui faisais le transport. La fin du mois arrive, on nous dit, calmez-vous, ça va aller bientôt, l'autre fin du mois va arriver, on va vous payer. La fin du mois n'a jamais arrivé pendant 2 ans. Aujourd'hui, elle est au regret. Difficile de retourner au village, mais comment rester à Conakry, sans salaire ni activité? Les journées deviennent longues et les nuits intenses. Elle est certes payée, mais son salaire ne l'atteint pas. Je suis quittée, j'ai laissé mes parents là-bas pour venir souffrir ici. Sans, je ne prenais pas mon salaire. Et puis je suis là jusqu'à présent, je continue à souffrir. Pendant les 2 ans, on ne me paye pas. Ça fait mal. La justice s'est saisie du dossier et le commandant Francis Collier a commencé par payer 7 millions de francs guinéens. Il lui reste plus de 40 millions de francs guinéens.
Autre fait de l'actualité, journée internationale de la liberté de la presse, le dernier classement de la Guinée par Reporters sans frontières et les critères qui prévalent ont été entre autres sujets abordés ce lundi par le président de la Haute Autorité de la Communication. Boubacar Yassine Diallo a également dressé un bilan à mi-parcours de sa gestion à la tête de l'institution et il a aussi annoncé le début de délivrance des premières cartes de presse à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Reportage d'Yéné Bemba Koulibaly et Yacouba Traoré. 109e sur 180, c'est le rang qu'occupe la Guinée au niveau mondial en matière de liberté de la presse, soit un point sur le précédent classement. Une nouvelle critiquée par certains, mais appréciée par d'autres. C'est le cas de Boubacar Yassine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication. Je suis heureux que la Guinée ait gagné un point, contrairement aux années précédentes où elle perdait 3 points. Je pense que des efforts doivent être consentis pour que nous puissions être mieux classés au cours des années suivantes. Selon lui, en dépit de l'emprisonnement des journalistes, plusieurs autres critères entrent en matière dans le classement. Comme pour dire que ceux qui se focalisent sur ce seul point font parfois une mauvaise lecture du classement, précise-t-il. Ce que je sais, c'est que dans chaque pays, il y a des personnes habilitées qui remplissent des formulaires sur la base de toute une foule de critères. Par exemple, est-ce que les patrons de presse sont indépendants des pouvoirs exécutifs et économiques? Est-ce que les associations de presse sont suffisamment responsables? Ensuite, il y a beaucoup d'autres critères. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs, Boubacar Yassine Diallo désapprouve la détention à la maison d'arrêt de Conakry des journalistes Ibrahima Sadioba et Amadou Gullé. Les démarches qu'il a menées pour éviter la prison à ce dernier n'ont pas abouti, mais il ne perd cependant pas espoir. Je regrette sa détention, sa détention prolongée et j'espère que le 3 mai, il sera chez lui. Parler de son bilan à la tête de la Haute Autorité de la Communication semble prématuré pour Boubacar Yassine Diallo. Au-delà de rendre gratuite la carte professionnelle de presse, il note quand même quelques touches apportées. Je n'ai pas envie de parler de mon bilan, seulement nous faisons l'assainissement par voie de délivrance de la carte de journaliste professionnel. Nous avons amélioré les conditions de travail du personnel, par exemple en faisant une adduction d'eau par un fourrage. Nous avons refait la salle historique du 25 août. D'ailleurs, la cérémonie du 3 mai aura lieu là-bas. Ensuite, on a mis les commissaires et le personnel dans les meilleures conditions de travail. Pour moi, c'est un minimum. Le 3 mai prochain marque la Journée internationale de la liberté de la presse, une occasion mise à profit par le président de la HAC pour remettre le premier lot de cartes professionnelles de presse aux ayants droit. Au total, 2300 journalistes ont été enrôlés, dont 800 à l'intérieur du pays. 1500 dossiers ont été retenus, 600 autres rejetés. Ceux qui ont vu leurs demandes rejetées ont la possibilité d'introduire des recours pour se faire rétablir dans leurs droits, a-t-il précisé. Autre fait poignant de l'actualité, le retrait de la candidature d'Antonio Soare continue de susciter des débats dans la cité. Si certains citoyens pensent que c'est un coup dur pour le football guinéen, d'autres par contre ne désespèrent pas. Ils estiment qu'il peut avoir mieux pour gérer cette instance. Nos reporters sont allés à la rencontre de quelques citoyens. Suivez le reportage d'André Mossi Milimono et de Tierno Sadouba. Nombreux sont des citoyens qui n'arrivent pas à digérer le retrait d'Antonio Soare de la course à la présidence de la FEGIFOOT. Ce citoyen n'a pas manqué d'éloges pour les résultats de 4 années d'Antonio Soare à la tête de la Fédération guinéenne de football. Pour lui, cette nouvelle tombe comme un coup de massue sur sa tête. Antonio Soare, c'est un grand du football guinéen. Il a beaucoup fait pour ce pays. Si vous voyez aujourd'hui que il a fait ici l'équipe nationale sur le plan international. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup pour le football guinéen. Je vois que ça, c'est un recul pour le football guinéen. Ça il faut être clair. Hein?
C'est un recul. Parce que je ne vois pas, j'ai dit, quelqu'un qui peut bien mener le football guinéen avant, s'il n'y a pas un Anthony Soiré. Donc vraiment, je ne suis pas content. Plus loin, il soutient que le peuple lui-même, dans l'intérêt du football guinéen, aurait dû barrer la route à cette décision. Si c'était d'autres pays, mais ça a dû se mobiliser pour dire non à la FIFA. C'est notre football. C'est le football guinéen, à l'honneur. Mais certains sont là à applaudir parce qu'ils sont contents, parce que leur objectif est atteint. Contrairement à M. Donzo, ces autres citoyens n'adhèrent pas à l'idée qui dit que seul Antonio Soiré peut faire l'affaire de la FEGIFOOT. Selon eux, d'autres personnes pourront mieux faire que lui. Comme il s'est retiré, c'est bien pour la Guinée, pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée au niveau de la FIFA. Bon, nous allons rater toutes les autres compétitions s'il se présentait. Quelqu'un d'autre peut faire mieux que lui, parce que ce n'est pas lui seul qui est là. Il y a d'autres qui peuvent mieux que lui. Cependant, ces citoyens sont tous unanimes que le richissime homme d'affaires a, durant sa mandature, révolutionné le football guinéen en posant des actes concrets. Autre sujet dans ce journal, est-il nécessaire d'organiser à nouveau les états généraux de l'éducation pour l'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire? Cela ne saurait rien changer. Dr Ousmane Soiré indique qu'il faut plutôt ressortir des tiroirs les recommandations issues des états généraux de 2008. Mariam Fodé Camara et Aluba l'ont interrogé. Voici le reportage. Les problèmes récurrents du système éducatif guinéen sont entre autres marqués par des grèves, le faible niveau des enseignants et élèves ainsi que le manque d'infrastructures. Pour trouver une solution adéquate à ces manquements, le président de la République demande la tenue à nouveau des états généraux de l'éducation. L'ancien ministre de l'Éducation pense qu'il faut plutôt sortir des tiroirs les recommandations issues des états généraux tenus en 2008 puisqu'elles sont encore d'actualité. Je dirais qu'il aurait été plus facile de reprendre d'abord ces documents, de les sortir des tiroirs, voir ce qu'il faut encore retoiletter dans ces documents et avant de vouloir tenir de nouvelles assises d'état généraux. Et je parie que les recommandations sont encore d'actualité. Donc je craindrais que ça ne soit une autre assise de trop. Celui qui avait en charge de tout le système éducatif sous Lansana Conté parle de quelques résultats issus des assises de 2008 où tous les acteurs ont été impliqués. Je vous donne un seul exemple, celui des ZENI actuels. Nous avions initié de faire des ZENI de véritables instituts universitaires de formation des formateurs. Et avec des mesures incitatives très attractives. Si nous avons eu le temps de finaliser tout le processus, nous allions finir par aller à une charte nationale d'éducation qui allait être proposée au Parlement pour en faire une loi. Pour cet enseignant à la retraite, le temps est minime et ses futures assises ne changeraient pas grand-chose. L'application des anciennes recommandations pourrait permettre au département d'aller de l'avant puisque les problèmes sont les mêmes. Et c'était un reportage de Mariam Fodé Camara. Être plus proche de sa clientèle partout où elle se trouve sur toute l'étendue du territoire national. Telle est la vision que se fixe la direction générale de Canal+ en Guinée. Et ce week-end, elle a procédé à l'inauguration d'une boutique Canal+ à Kankan. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de région Sadou Keita, accompagné du préfet Amara Lamine Souma. Reportage Alpha Omar Koita. Après Conakry, Kankan est la première ville de l'intérieur du pays à bénéficier d'une boutique Canal+ avec des équipements de dernière génération. La coupure du cordon inaugural du local a été présidée ce week-end par le gouverneur de région Sadou Keita, accompagné du préfet Amara Lamine Souma. Nous sommes très réconfortés, on est très joyeux que Canal puisse ouvrir ses portes ici aujourd'hui. Pratiquement, nous ne pouvons que formuler les prières et les bénédictions
que Canal puisse avoir vraiment son éventail étendu sur notre juridiction et qu'il fasse en sorte que nos populations puissent être informées de la plus belle manière et que l'on puisse suivre tout ce qui se passe dans le monde entier. Le choix de la région de Kankan pour abriter la première boutique Canal+ dans le pays profond n'est pas fortuit, indique le directeur de vente. Pourquoi faire ça ici en Kankan? Je pense que c'est normal. Kankan pour nous, c'est la deuxième grande ville, comme on le dit souvent. Et en termes de potentiel, nous connaissons le potentiel que nous avons ici. Et après, c'est pour répondre aussi aux besoins de nos abonnés. Désormais, les clients de Canal+ à Kankan peuvent jouir de la semaine généreuse et du service MyCanal ainsi que de nombreuses autres offres, ce dans un environnement propice, taillé sur mesure. Nous avons une panoplie d'éléments ici qui nous permettent de satisfaire la demande de nos clients. La table d'expérimentation. En plus, nous avons aussi à côté une tablette, c'est-à-dire en installant l'application dans ton téléphone Android, sur une tablette ou dans l'ordinateur, même si vous êtes au champ, partout où vous êtes, vous pouvez regarder vos images. Que vous ayez le courant ou que vous n'ayez pas le courant, si vous avez la connexion Internet, vous pouvez regarder vos images. Nous avons également notre monolithique qui permet aux clients de lire les formules, le nombre de formules qu'on a et la formule la plus accessible. 6 au rez-de-chaussée de l'immeuble Gabi au quartier Kabadade dans la commune urbaine de Kankan, la boutique Canal+ est ouverte à ses clients du lundi au samedi de 8h à 18h avec un personnel engagé à leur offrir des services de qualité. Et ce journal prend fin. Merci pour l'attention. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Moussa Mouessila. Prenez soin de vous et bonne soirée sur Espace TV.